que les dernières personnes s'approchent. Est-ce que le son est assez fort? Oui, je vais lever la main. Ouais, c'est pas la majorité. Monique, tu entends? Oui. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je suis Élise et j'ai... Un problème de micro. J'ai un problème de micro. Il y a peut-être plus fil. Bon. Là, Ludo, tu peux récupérer des piles au cas où? Tu peux récupérer des piles au cas où, si jamais il... Donc, je me représente, je suis Élise et j'ai la joie d'être la nouvelle gardienne du lieu La Grange de Maillac. Je suis la nièce de Claude, je suis la fille de son frère. Et c'est avec grande joie que Françoise nous a transmis ce lieu à mon mari. Je dis ça parce que je suis pas encore habituée à dire mon mari, on s'est mariés le 29 juin. Bravo! À mon mari Ludovic et à moi-même, donc on est très heureux de poursuivre ce qui a été démarré. Un sacré travail qui nous facilite aujourd'hui grandement la vie parce que ce lieu est déjà, on pourrait dire déjà parfait tel qu'il est. Mais nous, on a aussi envie encore de le faire progresser. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis une petite boîte, j'en parle tout de suite, à l'entrée, pour justement une petite participation, pour nous permettre d'acheter du nouveau matériel, d'acheter des nouvelles enceintes, etc. Pour nous permettre d'accueillir encore de manière plus optimale. Je n'ai pas encore créé de site, parce que tout le monde me demande c'est quoi le programme, c'est quoi le programme? J'en sais rien. Le programme, en fait, j'ai pas encore de site internet. Par contre, je vais utiliser mon site personnel pour le faire, où j'ai créé un onglet avec les conférences. Vous allez pouvoir récupérer ma petite carte qui est justement à côté de la boîte, à la sortie. Et ainsi, vous allez pouvoir avoir accès aux conférences qui vont se donner prochainement. Et il y aura aussi mes petites activités personnelles, j'en parle. J'ai la joie de travailler pour l'école Écoute ton corps, donc l'école de Lise Bourbeau, où j'anime des ateliers de 3 heures et je fais aussi des suivis individuels. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, au niveau du programme, la prochaine conférence dédicace, ça sera le 17 août, avec le fameux livre Le Triangle de la Burle, qui est à l'écran, qui se trouve aussi là-bas devant. On peut l'acheter aujourd'hui, je crois. Hein. Alors, il peut être dédicacé aussi. Marilyn et Pierre-Antoine, vous voulez vous présenter un peu? Donc c'est le 17 août et j'en profite tout de suite pour annoncer au niveau du programme la conférence de Christian Chenel qui sera là aussi, mais ça sera le 7 septembre. Donc je vous invite à noter ces dates, 17 août et 7 septembre. Toujours à 16h. Ben voilà, moi je... Merci Jean, c'est pour nous un moment chaleureux et émouvant d'être là parce que ça va faire 3 ans qu'on travaille sur ce projet et il y a... Allô? Allô? Marche pas? Il marche pas. Alors je suis un stick donc je peux élever la voix, mais je ne sais pas si Jean pourra... Ça y est, c'est bon. Ah, ça y est, bon. Donc juste dire que ce livre, j'ai appris 3 années de recherche et qu'on doit beaucoup à la Bête du Gévaudan, car c'est la Bête du Gévaudan qui a suscité un intérêt de Jean-Claude Bourré sur le Triangle de la Burle. Il y a eu une émission de radio à l'époque quand on a lancé les recherches avec Marilyn. Alors Marilyn Elk est ufologue, ce que je ne suis pas. Elle est passionnée par le sujet parce qu'elle est tombée dedans quand elle était petite fille, par son grand-père, c'est expliqué dans un petit livre qui est dans le fond de la salle. Et moi, elle m'a fait rentrer dans l'ufologie juste derrière Bruno Mazzocchi, qui lui était venu à moi par la Bête du Gévaudan. Et donc Bruno m'a mis en relation avec une foultitude de personnes éminentes, Jean-Gabriel Grélé, bon, je ne vais pas faire la liste, elle est trop longue, et parmi ces personnes éminentes, il y a Jean Chenel. Et Jean Chenel est un des grands témoins de ce livre, vous vous en rendrez compte, puisqu'il est cité à plusieurs reprises, comme Bruno d'ailleurs. Et ce livre, on a au moins réussi un pari avec Marilyn, c'est d'intéresser Jean-Claude Bourré. Parce que Jean-Claude Bourré, à la base, ne croyait pas dans le triangle de la Burle. Et
il s'en moquait un peu. Et d'ailleurs, il m'a même mis un peu en difficulté, parce que quand on a lancé un appel à la presse pour avoir des témoignages, France Bleu de Romardèche a voulu l'appeler, et il a fait preuve de scepticisme en direct, en disant bon, je verrai bien ce que va donner l'étude de Marie Linel et de Pierre-Antoine Courouble. Pour l'instant, je ne sais pas, je jugerai sur pièce. Bon, c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire comme encouragement, mais au final, la préface est suffisamment éloquente, et il est convaincu que, ben oui, il y a bien une zone qui se passe des choses, on appelle dans le jargon du milieu une zone d'anomalie permanente, hein, c'est ça, Marie-Line? Nous sommes en plein. Et nous sommes en plein dedans. Ah oui, 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 bah c'est d'ailleurs à Saint-Agrève qu'il y a eu plusieurs crashs, 8 crashs, c'est la palme, ici. Alors, il y en a 174 sur une surface de 7000 km². Voilà, je ne vais pas développer plus. Si Marie-Line veut dire un mot, je lui donne le micro. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours en remerciant l'équipe de la Grange de Maillac, en remerciant Jean Chenel et Christian Chenel, qui m'ont tous deux aidés, nous ont tous deux aidés dans l'écriture du livre. Et puis bien sûr Bruno Mazzocchi, un ufologue de terrain, comme on en rencontre peu, qui a un vécu et un passé exceptionnel. Oui, les piles ont tendance à baisser. Merci de votre attention. Tu sais, tu tournes pour... Oui, oui. Alors pour le tourner sur le... Ça, là. Quoi? La manette. Si tu veux tourner, tu défais comme ça. Non, c'est d'accord, mais si je veux le tourner dans l'axe, c'est ici qu'il faut que je desserre. Là. Ah, c'est là, d'accord, ok. Je te laisse... D'accord, c'est bon, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Jean Chenel, donc je suis instituteur à la retraite et j'habite ce village de Saint-Agrève. Je remercie Élise et Ludo de nous accueillir dans cette grange de Maillac qui nous est si chère. Une pensée émue pour Françoise et Claude qui ont animé ce lieu pendant des années. Alors aujourd'hui, Bruno Mazzocchi, qui est à côté de moi, interviendra également. Bruno, donc 52 ans de lumière dans la nuit, en tant qu'enquêteur. Tu veux te présenter un peu, Bruno? Oui, vas-y. Oui, alors bonjour à tous. Je m'appelle Bruno Mazzocchi. Je suis technico-commercial issu de l'industrie de la métallurgie et des travaux publics. J'ai toujours été passionné par la technologie. Et par un concours de circonstances, j'ai pu faire 4 observations de vaisseaux extraterrestres, une en 67 avec mon père qui est industriel, j'ai vu une secoupe volante. En 76, quand je préparais le permis poids lourd pour l'entreprise familiale, j'ai vu un vaisseau ovoïde sous une ligne à très haute tension de 400 000 volts. En 90, j'ai vu un vaisseau mère de 200 mètres de long escorté par 7 engins ovoïdes. J'ai téléphoné au CEPRA à Jean-Jacques Velasco qui m'a expliqué « Non, monsieur, vous avez assisté, vous avez observé une rentrée atmosphérique. » Alors je lui ai dit « Monsieur, je vous appelle parce que je suis un citoyen français qui paye ses impôts. Je suis membre de la Société astronomique de Lyon et de l'Aéroclub de Noirastel. J'ai parfaitement identifié ce que j'ai vu. » Il m'a dit « Non, je n'ai pas assisté. » Sauf que le même soir, mon ami, un ami intime, un membre des services secrets français, un ufologue international, un pilote exceptionnel qui a été pilote de chasse à l'US Air Force, qui a ses entrées aux États-Unis, même aussi à la Maison-Blanche, qui a correspondu avec la CIA, mon ami intime, je précise, Annick et moi, Jean-Gabriel Grélet. Et donc, lui, ce qu'il a vu le 5 novembre 90, c'est un vaisseau mère, enfin un vaisseau qui est descendu des nuages, qui a éclairé la forêt de Grette-Saint-Marvilliers, et il a immédiatement fait une mesure angulaire avec les doigts, comme le faisaient enfin avant les pilotes de chasse qui n'avaient pas l'électronique.
Et il a estimé la taille du vaisseau qui est descendu, en présence de son ingénieur mécanicien qui était présent et du groupe d'Aïkido, à peu près 2 fois la taille du Stade de France. Donc, et quand il a expliqué ça au Palais des Découvertes à Jean-Jacques Velasco ne savait pas qui c'était. Il a dit non, monsieur, vous vous trompez. Il a dit je m'excuse, je suis commandant de bord sur Boeing 747, titulaire et instructeur si moi je me trompe. Et là, hop, le silence a été fait. Et ma dernière observation très importante, et je l'ai faite avec une directrice d'école primaire, Madame Yvette Bourdon, aujourd'hui décédée, et Monsieur Guy Sanelman, technicien à la DDA de Bourg-en-Bresse. On a vu un vaisseau très lumineux sur la Pluchère, dans la prairie, 1er août 95. J'ai fait des signaux lumineux, et il a répondu en envoyant un engin sonde. Voilà, et puis par déontologie, j'ai fait beaucoup d'enquêtes en France, des milliers de kilomètres. Je suis allé aussi à l'étranger, je suis allé en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Italie, bref, pour vous faire un ensemble d'informations. Et j'ai aussi enquêté 3 rencontres du 3e type où je suis allé sur le terrain. La première de Chaboil, où je dois remercier Annie qui m'accompagne, attachée de direction à la retraite, et indirectement M. Jean Chénel. C'est par eux que j'ai pu retrouver la trace de Lucette Leboeuf 57 ans plus tard, qui nous a détaillé sa rencontre avec un petit être qui était sorti d'une soucoupe volante, qui a démarré, enfin il y a eu tout un épisode, elle nous a raconté en détail ce qui s'est passé, et après les répercussions sur sa vie sociale. Maurice Mas, que j'ai rencontré en personne, sa femme Jeannette, et pour le cinquantenaire, sa fille Marie-Claude, qui est venue exceptionnellement faire un selfie avec moi, en souvenir de l'époque où je venais, et en hommage à son père. Et là, elle nous a vraiment raconté tout ce qui s'était passé au niveau familial et au niveau social. Et enfin, la dernière grosse enquête que j'ai faite avec des témoins, c'est à Cussac, où j'ai retrouvé, 54 ans plus tard, Anne-Marie Delpeuch, qui était mariée, et par un hasard incroyable, une synchronicité, appelez ça comme vous voulez, elle nous a fait un détail précis de ce qui s'était passé, et qui ça ne correspond pas du tout quand même à ce qui est passé dans les revues. Voilà, et aujourd'hui je suis très content de partager cette conférence avec Jean Chénel, parce que c'est quelqu'un qui fait un travail sérieux, et moi je suis ici pour témoigner, parce que ce que j'ai vécu, ben, c'est vrai, c'est pas du copier, et ça me fait plaisir de le faire partager avec vous. Voilà. Merci. Voilà, alors avant de commencer, ceux qui sont intéressés par le livre Le Triangle à Burme, donc ils peuvent le prendre. Également mon livre, donc Énigmatique Maison, Énigmatique Message, et le livre de Marie-Lynne, elle qui est présent aussi, c'est ça. Hein. Voilà, alors Marie-Lynne est allée au Pérou enquêter sur les momies de Nazca. Je ne sais pas si tout le monde connaît les momies de Nazca, des momies absolument qui ont l'apparence de petits gris, pour ceux qui connaissent les petits gris, et qui ont été analysés, ADN et carbone 14 et tout. C'est certainement, effectivement, un grand mystère. Voilà, alors Marie-Lynne, il y a ton livre est là aussi. Hein. Voilà, si ça vous intéresse, voilà, à la fin de la conférence. Pour mon livre, vous adressez à mon épouse. Bon, alors donc plongeons dans la conférence, rentrons dans le vif du sujet, enlevé par des extraterrestres. Alors je vous invite aujourd'hui à plonger dans le fantastique. Et attention, le fantastique ne prend jamais de gants quand il se manifeste. C'est le cas lors de mystérieuses disparitions, de mystérieux enlèvements, de disparitions inquiétantes. Oui, demain, après-demain, vous pouvez disparaître sans explication aucune. Nulle part, vous n'êtes à l'abri de cet étrange phénomène.
Mais il ne s'agit pas de fugue, il ne s'agit pas de crimes non élucidés, il ne s'agit pas en fait d'un drame de la vie ordinaire. Les disparitions et les enlèvements dont je vais parler n'appartiennent pas à notre monde, elles appartiennent certainement à d'autres mondes. Alors, plongeons dans ce mystère. Que vous soyez cartésien, que vous soyez mystique, que vous soyez curieux, vous ne pouvez pas rester insensible à la sincérité. Oui, j'ai bien dit, la sincérité. Et surtout, le traumatisme, la souffrance, les blessures de ceux ou de celles qui se disent enlevés par des extraterrestres. On les appelle des abductés ou des expérienceurs, enlevés par des extraterrestres. Cela peut vous faire sourire. C'est normal. Ce genre d'information paraît tout à fait invraisemblable. Et pourtant, écoutez-moi bien, depuis déjà de nombreuses années, je côtoie des gens qui se disent enlevés par des extraterrestres. Ils viennent se confier à moi, souvent après une conférence, car ils n'osent pas parler. Et quand ils sont devant moi, je sens leur sincérité, leur traumatisme. C'est normal. Aussi, si un jour, vous aussi, eh bien, quelqu'un se confie à vous et se dit enlevé par des extraterrestres, je vous conseille de faire comme je le fais depuis des années. Écoutez-le, il en a besoin. Et alors, petit à petit, écoutez-le. Mais attention, l'écoute, eh bien, écouter, pardon, ce n'est pas entendre. L'ouïe est un sens, l'écoute est un art. Et alors, petit à petit, vous allez plonger dans ce monde des enlevés par les extraterrestres, des abductés. Vous allez plonger au cœur de l'étrange. Vous allez plonger dans le monde des soucoupes volantes. Vous allez plonger dans le monde de l'ufologie. Et alors, petit à petit, vous allez prendre conscience que partout, peut-être, devant moi, dans cette salle, il y a des gens qui ont été enlevés par des extraterrestres et qui n'osent pas parler, de peur qu'on les prenne, je l'ai dit, pour des fous. Plus encore, devant moi, dans cette salle, à côté de vous, il y a peut-être des gens qui ont été enlevés par des extraterrestres et qui ne s'en souviennent plus. Le souvenir de leur abduction, de leur enlèvement, est effacé, enfoui au plus profond d'eux-mêmes. Et il remontera peut-être un jour à la surface à la suite d'un événement inattendu. Oui, vous allez prendre conscience que partout sur cette planète Terre,
il y a des milliers, des millions de gens qui se disent enlevés par des extraterrestres. Vous allez prendre conscience aussi que le traumatisme qu'ils ont subi, quand traumatisme il y a, car parfois il n'y a pas traumatisme, mais quand traumatisme il y a, vous allez certainement prendre conscience que très souvent, ce traumatisme ne vient pas tant d'une rencontre avec des êtres comme vous apercevez sur cette image, mais le traumatisme vient de la non-écoute de leur entourage, la non-écoute de leur famille, de leurs amis, la non-écoute de leurs voisins, la non-écoute des scientifiques. Alors, posons-nous une question. Si vous, si moi, nous étions enlevés par des extraterrestres et que personne nous écoute, dans quel état psychologique serions-nous? Si je ne me sens pas écouté, alors que je vis des expériences hallucinantes, déstabilisantes, que faire? Que faire? Je dirais même que ces abductés ne peuvent même pas se confier à leurs médecins. Je sais qu'il y a des médecins dans la salle, je ne dis pas pour eux. Oui, ils ne peuvent même pas se confier à leurs médecins, car trop souvent, la science ne tolère pas l'extravagance. Alors, posons-nous une autre question. Lors de ces abductions, n'y a-t-il pas un schéma de base? N'y a-t-il pas un leitmotiv que l'on retrouve un peu partout dans ces enlèvements, dans ces abductions? Eh bien si, il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a un dont je veux parler tout de suite, qui se répète régulièrement dans toutes ces abductions. Et pour le mettre en exergue, je suis obligé de vous parler du récit que m'a fait, il y a déjà quelques bonnes années, une jeune femme de 32 ans, nommée Virginie. Elle est arrivée chez moi par le biais d'une amie qui est dans cette salle, Annick. Annick, la compagne de Bruno. À ce moment-là, elle ne connaissait pas Bruno. Je te remercie, Annick. Merci. Tu m'as fait plonger plus encore dans ce monde des enlevés par des extraterrestres. Alors, voici le récit de Virginie, qui est venue chez moi, qui est restée toute une journée, et je vous garantis, quand elle était en face de moi, je n'avais pas envie de me moquer d'elle. Virginie, ce jour-là, dans la région de Romans, dans la Drôme, en direction de l'Isère, conduit sa voiture sur une route qu'elle connaît par cœur. Il fait jour, très intéressant, il fait jour. Les abductions se passent également la nuit, bien entendu. Mais là, il fait jour. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a certains individus qui disent que toutes ces expériences bizarres sont dues à une paralysie du sommeil. Mais non, absolument pas. Puisqu'il fait jour, elle conduit sa voiture, ses deux filles sont à l'arrière. Et tout à coup, que se passe-t-il? Tout à coup, l'autocale s'arrête au milieu de la route. Stupeur. Elle lève les yeux et elle voit en dessus de l'auto, de la voiture, une soucoupe volante. Une soucoupe volante. Alors là,
Imaginez sa surprise. Imaginez son émoi. Alors là, elle a l'impression de perdre ses esprits pendant 5-6 secondes. Et là, écoutez bien, et là, elle se retrouve instantanément quelques kilomètres plus loin, mais la voiture n'est plus au milieu de la route. Elle est rangée au bord de la route. Alors, elle est confuse, décontenancée. Que s'est-il passé? Comment ai-je parcouru plusieurs kilomètres sans m'en apercevoir? Elle connaît parfaitement la route, elle sait où elle est. Elle ne comprend plus. Elle se retourne. Ah oui, elle se retourne, il y a ses 2 filles à l'arrière. Les 2 filles sont là. Ça la rassure, ça la rassérène un instant. Mais à ce moment-là, elle regarde sa montre. 4 heures se sont écoulées. 4 heures se sont écoulées alors qu'il lui semble qu'elle a perdu ses esprits pendant 5-6 secondes. Le voilà le leitmotiv que l'on retrouve dans la plupart des abductions. Le voilà le missing time, le temps manquant. À ce temps manquant, eh bien, Virginie m'avouera que ce qu'elle vient de vivre, ce jour-là, elle le vit depuis son enfance. Depuis son enfance. Et elle n'ose pas parler. Tout le monde se moque d'elle. Et puis, bien sûr, elle est inquiète pour ses filles. Virginie prendra conscience peu à peu parce que certains abductés se souviennent de certaines bribes de cette expérience. Ou alors ils vont utiliser une régression hypnotique. Alors, ce n'est pas fiable à 100%, mais enfin, c'est une solution. Oui, elle va réaliser, effectivement, qu'elle est enlevée par des êtres d'ailleurs, des extraterrestres certainement. Alors, bien sûr, le mot extraterrestre ne signifie pas grand-chose, mais enfin bon. Alors, posons-nous une autre question. Oui, posons-nous une autre question. Le commun des mortels, vous, moi, eh bien, comment petit à petit a-t-il appris que sur cette planète Terre, il y avait des milliers, des millions de gens qui se disaient enlevés par des extraterrestres? Eh bien, je suis obligé de vous parler de la première abduction qui a fait le tour du monde, qui a été médiatisée. L'abduction de Betty et Barney Hill, que vous apercevez en ce moment, dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961. Betty et Barney Hill sont américains. Ils vivent au nord-est des États-Unis, dans le New Hampshire, près du Canada. Et c'est un journaliste américain qui va écrire le récit de cette abduction, et son livre va se vendre à des millions d'exemplaires, traduit dans de nombreuses langues. Le voici en français, Le voyage interrompu, 2 heures à bord d'un ovni. Et c'est comme ça, bien sûr, que le commun des mortels, petit à petit, il y a eu aussi après un film en 1975 sur cette abduction. C'est comme ça que petit à petit, les gens ont appris qu'il y avait des gens autour d'eux qui étaient enlevés par des extraterrestres. Curieux, curieux. Alors je suis quand même obligé, mais alors très succinctement, parce que c'est compliqué cette histoire de Betty et Barney Hill, eh bien, je suis quand même obligé de vous résumer très rapidement l'histoire de cette abduction.
Betty et Barney Hill, ce jour-là, sont partis en voyage. Ils sont partis au Canada, ils habitent juste à côté. Ils sont sur le voyage du retour. Ils viennent même de passer la frontière entre le Canada et le New Jersey et les États-Unis. Ils rentrent chez eux. C'est la nuit. Barney conduit. Ils sont dans leur auto. Et tout à coup, ils observent dans le ciel quelque chose de bizarre. Une boule de lumière. Une boule de lumière. Ah, ils sont curieux. Ils sont curieux, Betty et Barney. Alors, eh bien, Barney arrête l'auto pour voir de quoi il s'agit. Ils descendent de la voiture. Ils descendent de la voiture. Et Barney prend même des jumelles. Et là, stupeur à nouveau. Il réalise que ce n'est pas une boule de lumière. C'est un vaisseau, ou du moins, c'est ce qu'il voit. Il aperçoit même des hublots. Et derrière ces hublots, des humanoïdes bizarres. Et puis tout à coup, le vaisseau s'approche d'eux. C'est la peur. Ils rejoignent leur voiture. Ils rentrent dans la voiture. Barney remet l'auto en marche. Et là, ils entendent à l'intérieur de l'auto des bip, 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 bizarres. Et ils se retrouvent comme Virginie, environ 55 km plus loin, sur la même route qu'ils connaissent par cœur. À la différence que Barney est toujours au volant. L'auto n'est pas rangée au bord de la route. Ah, mais où sommes-nous? Et ils connaissent la route par cœur. Mais comment avons-nous parcouru ces kilomètres? Ils s'aperçoivent qu'il y a une espèce d'amnésie. Alors, mais ils ne savent pas où ils en sont. Ils continuent, ils arrivent chez eux. 2 heures de retard. Encore et toujours le missing time. Le temps manquant. Le temps manquant. Ce leitmotiv qu'on retrouve régulièrement dans ces abductions. Oui, mais Betty et Barney Hill, après cette expérience bizarre, ne vont pas bien du tout. Mais alors pas bien du tout. Barney a des verrues sur le ventre. Betty, elle dort mal. Elle fait des cauchemars. Alors, ils décident de consulter leur médecin. Ah, le médecin constate un stress post-traumatique. Mais Betty et Barney, ça ne va pas. Alors, il dit au médecin, mais ça ne va pas, on a eu une amnésie, il y a quelque chose, on a parcouru 55 km sans nous en apercevoir. Alors le médecin décide, eh bien, de les faire rencontrer un ami hypnothérapeute. Et là, eh bien, ils vont subir une régression hypnotique. Ils vont donc une régression sous hypnose, mais attention, pas en même temps, l'un après l'autre, pour qu'ils ne s'influencent pas. Et là, eh bien, surprise, lors de cette régression sous hypnose, ils racontent la même histoire. La même histoire. Quand ils sont arrivés, après avoir passé la frontière, sur cette route qu'ils connaissent par cœur, tout à coup, des êtres bizarres leur ont barré la route. Alors, Barney a été obligé de s'arrêter. Alors, vous voyez, des êtres chauves, avec de grands yeux noirs. Ceux qui sont spécialistes en ufologie les reconnaissent. On les appelle les petits gris de Zeta de Reticuli. Zeta, c'est une étoile. Reticuli, c'est une constellation. Ils sont célèbres maintenant. Mais là, c'est la première fois qu'on va en parler. Je simplifie l'histoire. Eh bien, ces êtres vont les obliger à descendre de l'auto et de les suivre
dans une clairière. Et là, il y a un vaisseau. On les oblige de rentrer dans le vaisseau. Et là, ils subissent des examens médicaux pas très agréables. Barney, on lui prélève du sperme. Betty, on lui enfonce une aiguille dans le nombril. Pas agréable, du tout. Et on leur prélève des morceaux de cheveux, des morceaux de peau. Et quand les examens sont terminés, ils se retrouvent dans la voiture 55 km plus loin, avec ce fameux missing time. Oui, vous voyez, cette histoire de Betty et Barney Hill, je l'ai simplifiée au maximum. Eh bien, cette histoire, cette abduction fait froid dans le dos. Elle fait froid dans le dos, et alors on peut se poser une question. Une question. Est-ce que Betty, est-ce que Virginie, est-ce que Barney ont vécu une expérience réelle? Ou alors, est-ce un fantasme, une hallucination? Difficile de répondre. D'autant plus difficile que les scientifiques, pratiquement tous, refusent d'écouter des récits pareils. Ils n'accordent aucun crédit à ce genre de récits. Ils prennent ces gens pour des hystériques, pour des fous. Alors, j'ai quand même certains universitaires, en particulier en Amérique, ont quand même accepté d'écouter, de recevoir, essayer de comprendre ces gens et de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un fantasme? Alors je vais vous parler dans peu de temps, mais pas tout de suite, de David Jacobs et de John Mack. David Jacobs et John Mack, vous allez voir, arrivent à des conclusions. David Jacobs, tout à fait pessimiste, et par contre, John Mack, psychanalyste, psychiatre, donc quand même un spécialiste de la psyché humaine, lui, au contraire, va avoir une conclusion tout à fait positive. C'est pour ça que je vous ai choisi la thèse et l'antithèse. Mais avant de vous parler de ces études, pour que vous soyez plus dans le bain, je vais vous raconter encore deux abductions. Je vais commencer par vous parler du caporal. Oh, le caporal! Armando Valdés Garrido. Bruno le connaît par cœur. Et oui, le caporal Valdés. Ah! Le caporal est militaire. Il est militaire et il habite le Chili. Et ce jour-là, ce 25 avril 1977, eh bien, il patrouille avec 8 soldats sous ses ordres. Il patrouille dans le nord du Chili. Voyez le Chili, donc voyez à la frontière péruvienne avec le Pérou. Il est là, il patrouille, et tout à coup, un objet volant non identifié s'approche d'eux. Un vaisseau, une espèce de soucoupe volante. Alors, ils sont là, médusés, et à ce moment-là, le caporal Valdés, pauvre caporal, une force irrésistible, l'oblige à avancer sous le vaisseau. Alors les soldats crient, ils crient. Mais caporal, caporal, c'est dangereux, n'allez pas là. Mais cette force est irrésistible. Il est comme poussé, aimanté sous le vaisseau. Et là, quand il arrive sous ce vaisseau, une nuée s'abat sur lui. Il disparaît dans cette nuée. Et quand la nuée disparaît également, le caporal Valdés et le vaisseau ont disparu. Les soldats ne savent plus où ils en sont. Mais caporal, où êtes-vous? Où êtes-vous? Ils le cherchent, le recherchent en vain. Le caporal a disparu devant témoin. Bruno, tu parleras tout à l'heure d'un enlèvement devant témoin aussi.
Donc il y a des enlèvements devant témoins. Tu raconteras ça tout à l'heure. Voilà. Ok, c'est là que donc il va y avoir l'intervention en direct d'une abductée. Je conseille donc de ne pas filmer, hein, s'il vous plaît. Vous pourrez récupérer certainement dans mon site ou dans le site de Pierre-Antoine Courouble la conférence en entier, si ça vous intéresse. Oui, le caporal Valdès a disparu. Et les soldats sont là, ils ne savent plus que faire. Ils n'ont plus de chef. Et tout à coup, un quart d'heure après, le caporal réapparaît devant eux au même endroit. Mais ils ne le reconnaissent plus. Ils ne le reconnaissent plus. Un quart d'heure après, ils ne le reconnaissent plus. Pourquoi? Eh bien parce que il a une barbe de plusieurs jours. Une barbe de plusieurs jours, alors que lorsqu'il a disparu, eh bien, il était parfaitement rasé. Que s'est-il passé? Et il est là, le pauvre caporal Valdès. Il ne sait pas où il en est. Il est confus, abasourdi. Alors il regarde sa montre. Et là, 4h30, c'est l'heure à laquelle il vient de réapparaître. Alors il regarde un peu plus sa montre, et là, il s'aperçoit que sa montre indique le 30 avril, et nous sommes le 25 avril. 5 jours de décalage. Le voici, encore et toujours, le missing time. Le caporal Valdès ne s'en remettra jamais. Il démissionnera de l'armée, il refusera les séances d'hypnose. Le caporal Valdès, effectivement, il a disparu quand même, sous un objet volant non identifié. Donc apparemment, il a été quand même aspiré par cet objet. Certainement, bien sûr, dirigé par des intelligences inconnues qui semblent effectivement dominer l'espace-temps. Je vous raconte encore une abduction. Et puis ensuite, je passerai aux études de David Jacobs et de John Mack. Monsieur et Madame Vidal, ce jour-là, c'est le 3 mai 1968. Monsieur Vidal conduit sa voiture, une 403 Peugeot, comme à peu près celle-ci. Ils sont en Argentine, même si c'est une auto française, ils sont en Argentine. Ils roulent en direction de Buenos Aires, puisqu'ils habitent Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Ils rentrent chez eux. Tout va bien, ils sont contents. Mais tout à coup, une nuée, encore la nuée. Ça c'est classique en ufologie. La nuée, le brouillard qui enveloppe brusquement, sans explication aucune, l'auto. Monsieur Vidal ne voit plus rien. Ah, il ne voit plus rien. Il a peur de manquer la route, mais Monsieur et Madame Vidal, à ce moment-là, perdent conscience. Et quand Monsieur Vidal reprend ses esprits, l'auto est rangée au bord de la route, comme celle de Virginie, alors qu'il était bien sûr au milieu de la route. Il ne comprend pas. Il est toujours dans son auto, à côté de sa femme. Ah, sa femme, elle est encore endormie. Alors il regarde quand même à l'extérieur. Il ne reconnaît pas le paysage. Il ne reconnaît pas le paysage. Alors, en attendant que sa femme se réveille complètement, le voilà qui descend de l'auto et il voit, non loin de lui, là juste dans le champ à côté de la route, un brave agriculteur, un brave paysan qui laboure son champ. Alors, il le hèle. Oh, est-ce que, comme il ne reconnaît pas bien sûr l'endroit, il va demander sa route. Alors il lui dit en espagnol, le paysan va répondre en espagnol. Eh oh, est-ce que vous pourriez m'indiquer la direction de Buenos Aires? Alors le paysan s'approche de lui. Le voilà, il s'approche. Il dit, mais de quoi il parle celui-là?
Mais il est fou, mais monsieur, dit le paysan, vous voulez plutôt demander la direction de Mexico. Et là, monsieur Vidal vient de réaliser qu'il n'est plus en Argentine, mais à 7500 km de Buenos Aires. 7500 km. On verra qu'il y a un missing time de 48 heures. Madame Vidal reprend ses esprits et quand elle apprend bien sûr la nouvelle, elle croit qu'elle tombe, elle manque de tomber en syncope. Tant bien que mal, grâce à l'ambassade d'Argentine au Mexique, nos Vidal sont rapatriés en Argentine, à Buenos Aires. L'auto est confisquée par les services secrets parce qu'elle est carbonisée. La peinture est carbonisée. Bizarre, n'est-ce pas? Et quand monsieur et madame Vidal retrouvent leurs amis, ah, ils sont contents, les amis, de les retrouver. On les croyait morts. 48 heures se sont écoulées. 48 heures. Ils sont morts. Ah non, les voilà. Ah, on est contents. Mais alors, quand ils apprennent la nouvelle, qu'ils ont parcouru en 48 heures 7500 km, alors là, c'est également la stupeur. Voilà Buenos Aires sur la carte. Vous voyez Buenos Aires? Eh bien, ils ont parcouru 7500 km en 48 heures, donc ils ont traversé la moitié de l'Argentine. Ensuite, ils ont traversé toute l'Amérique du Sud, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, l'Amérique centrale pour arriver au Mexique. 7500 km en 48 heures, il faudrait qu'ils aient avancé avec leur 403 à 160 km/h de moyenne, sans s'arrêter une seconde, sans prendre d'essence, et en plus sur des pistes quelquefois non goudronnées. L'histoire est acrobatique, fantasmagorique. Bien sûr qu'on n'a pas d'explication. Est-ce qu'ils sont passés dans une porte dimensionnelle? Ou alors, bien entendu, est-ce qu'ils ont été abductés dans un vaisseau et transportés au Mexique? Voilà une histoire, avouée, oui, j'avoue, assez extraordinaire. Tu la connais aussi par cœur, Bruno. Je sais que tu connais tout ça. C'est bien. Tu vas bientôt intervenir aussi. Alors, bon, maintenant que je vous ai raconté quelques histoires d'abduction, eh bien, je vais passer aux études sérieuses, si on peut appeler ça sérieux, parce que ce n'est pas commode à étudier. Alors, je vais commencer par Michael Jacobs. David Jacobs, c'est un professeur d'histoire, docteur en histoire, donc en sciences humaines. Eh bien, David Jacobs, il enseigne. Il est toujours vivant. Il a fait même une conférence à Paris, mais il n'a pas voyagé autour du monde comme celui dont je vais parler après, John Mack. Il enseigne dans le Wisconsin. Le Wisconsin, vous le voyez là sur la carte, au nord des États-Unis, près du lac Michigan, du lac supérieur. Voilà le Wisconsin, qui est d'ailleurs un état ufologique, si je puis m'exprimer ainsi. Certainement que David Jacobs est content, quelque part, d'atterrir là. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il se passionne d'ufologie depuis 1966. Ah, il enseigne dans une ville qui s'appelle Madison. Vous voyez, le Wisconsin, au sud du Wisconsin, pas très loin du lac Michigan. Et donc, David Jacobs, je vous montre son université. Elles se ressemblent un peu toutes, ces universités américaines, toujours avec des colonnes magnifiques. Bon, voilà, il est content d'être dans cette université de Madison. Alors, David Jacobs a une corde à son arc. Il est hypnothérapeute. Vous voyez pourquoi ça va te servir. Mais là, pour l'instant, alors il a aussi une autre particularité, je peux vous le dire. C'est un grand secret. Alors écoutez bien, David Jacobs, il a passé son doctorat en ufologie. Il est le deuxième Américain à tenir une thèse sur l'ufologie.
Et il a réussi. Oh certes, il n'a pas plongé dans les abysses de l'ufologie. Non, il a simplement analysé l'attitude gouvernementale aux USA vis-à-vis de ce genre de phénomène. Toujours est-il qu'on lui a quand même accordé un doctorat. Eh bien, oui, David Jacobs, tout va très bien, il est intéressé par l'ufologie, il y a même un crop circle qui apparaît à côté de chez lui, un crop circle unique, puisque un témoin l'a vu naître. Arthur Rantala, un jeune retraité qui sirote le matin à 8h30 ce 4 juillet 2003. Il sirote son café, il ouvre la fenêtre, il est retraité dans la campagne, pas loin de Madison d'ailleurs. Et tout à coup, là, au-delà de la route, il y a le blé qui se couche. Et pourtant, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, aucun phénomène qui explique que le blé se couche. Et un crop circle apparaît devant lui entre 12 et 15 secondes. C'est peut-être le seul crop circle, disons, aux États-Unis, avec témoin de naissance. Bon, je vous fais une petite aparté parce que, bien sûr, ça a intéressé David Jacobs. Je vous l'avais mis, ce crop circle, je l'ai enlevé parce que ça va être très long, la conférence, alors je ne peux pas parler de tout. Mais vous voyez qu'il y a une ambiance ufologique dans de nombreux États des États-Unis. Les Amérindiens, voilà, Ono, je crois qu'il veut que j'en parle, les Amérindiens, effectivement, parlent de leurs grands-pères et grands-mères venus des étoiles. Alors, si je peux dire deux choses. Vas-y, Ono. Alors, le Wisconsin, l'État du Wisconsin, a vu la naissance de l'APRO, une association privée créée par James et Coral Lorenzen en 1952 et qui ont après déménagé à Tucson en Arizona. Voilà. Merci Bruno. Et donc oui, David Jacobs, eh bien voilà, David Jacobs. Eh bien David Jacobs, tout à coup, il est confronté eh bien, aux abductions, aux enlèvements par des extraterrestres. Alors, il a une corde à son arc, je vous l'ai dit, il est hypnothérapeute, donc il va pouvoir... Alors, c'est pas fiable à 100%, bien sûr, l'hypnose, mais quand même, c'est intéressant. Il est généreux, ce David Jacobs. Il est généreux, altruiste, parce que ces abductés, mais ils n'ont pas d'argent pour payer. Vous savez, c'est cher, hein, ces séances d'hypnose aux États-Unis. Eh bien... Il est ensuite surbooké, David Jacobs. Surbooké, il n'a pas le temps, il n'a que le dimanche pour se reposer. Eh bien, il va consacrer la plupart de ses dimanches à recevoir gratuitement des abductés ou des gens qui se disent enlevés par des extraterrestres. Vous voyez son altruisme. Et quelquefois, il passe 5 heures avec eux. Et tout à coup, eh bien sûr, il est confronté à ces abductions dès les années 1900, début des années 1980. Début des années 1980, voilà, ça commence. Alors voilà, ces analyses assez rapides. Pour lui, les abductions, c'est peut-être tout à fait faux, mais ceci étant dit, c'est ce qu'il dit, ont commencé au 19e siècle. Et elles se sont intensifiées au 20e, au début du 20e, et puis bien sûr, elles ont continué ainsi. Et il constate que ces abductés, eh bien, ils sont enlevés dès la petite enfance. Dès la petite enfance. En plus, il constate que ces abductions sont transgénérationnelles. Oui, c'est une histoire familiale. Si un enfant est enlevé par des extraterrestres, eh bien ses parents, voire ses grands-parents, sont enlevés par des extraterrestres aussi. Ah, ça c'est curieux, il dit David Jacobs. Y aurait-il une histoire de génétique, une histoire de famille? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est assez inquiet, hein, David Jacobs. C'est d'ailleurs un matérialiste. Un matérialiste, il ne croit en rien, ni en Dieu, ni au diable. Oui, alors, vous savez, il est terre à terre. Il est terre à terre, ça justement, je ferai des commentaires entre le psychiatre John Mack, qui n'est pas terre à terre. Et c'est pour ça peut-être qu'il arrive à une conclusion un peu moins pessimiste.
Alors, David Jacobs, il raconte que, d'une manière générale, les abductions ont lieu la nuit ou le jour, mais souvent la nuit, hein, pour lui. Et que la victime, eh bien, s'il y a autour, alors là, Bruno va faire intervenir dans peu de temps une abductée en direct, s'il vous plaît. Vous aurez, alors pas de film, s'il vous plaît, hein, parce qu'elle est courageuse. Elle est courageuse, elle a une position sociale sur la région de Thonon-les-Bains. C'est une femme qui a mis une entreprise, enfin c'est... Voilà. Exceptionnellement. Hein, exceptionnellement, quel courage, elle a accepté. C'est Bruno, bien entendu, qui me l'a fait connaître déjà depuis quelque temps. Il faudra saluer son courage. Donc, vous allez avoir cette chance-là aujourd'hui. Oui, je te dirai, mais ce n'est pas encore tout de suite. Alors, donc, effectivement, David Jacobs raconte que, par exemple, justement, quand la victime qui va être enlevée, eh bien, si ça se passe la nuit, elle dort, par exemple, et si elle a autour d'elle d'autres personnes, si c'est un homme, par exemple sa femme, qui est à côté, ou vice-versa, eh bien, il y a un endormissement. Alors là, Bruno, justement, tu vas faire intervenir Annie, elle s'appelle Annie. Elle va vous parler, mais pas tout de suite. Je voulais rajouter quelque chose. Ah, bien, vas-y Bruno. Par rapport à ça, Steven Spielberg a sorti une série télévisée très instructive qui s'appelait, qui n'a pas duré longtemps, Taken, hein, je crois, hein, et qui retrace d'une manière à sa façon ces problèmes. Merci Bruno. Alors, bon, donc la victime dort. Alors ici, effectivement, je répète, s'il y a des gens autour de cette victime, de ce futur enlevé ou de cette future enlevée, endormissement. Personne ne s'en aperçoit, tout le monde dort. C'est la belle au bois dormant. Et on va y revenir à ça. Vous allez voir ça. Et alors, tout à coup, il est réveillé. Une lumière bleue, souvent. Et des êtres humanoïdes, bizarres. C'est quelquefois des gris, c'est quelquefois autre chose. Et là, il est comme téléporté, d'après leur... Quand ils ont des souvenirs de leur abduction, quelquefois ils n'en ont pas, mais ils en ont quelquefois quand même. Ils sont téléportés dans un vaisseau. Pour eux, c'est un vaisseau. Et pour eux, apparemment, c'est des extraterrestres, souvent. Il est téléporté dans un vaisseau, et là, ils subissent des examens médicaux, des examens désagréables qui sont, disons, à base concernant la reproduction. Alors, il y a quelquefois des grilles autour, ou d'autres êtres. Alors, si c'est un homme, on va prélever du sperme. Si c'est une femme, des ovules. Voilà, hein. Donc, une histoire de reproduction. Alors, bien sûr, David Jacobs dit, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Ils font des manipulations génétiques, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est inquiétant, il est de plus en plus inquiet. Alors vraiment, David Jacobs est inquiet. Et c'est que ça va se compliquer pour David Jacobs. L'histoire se complique. Parce qu'un jour, une patiente sous hypnose lui raconte, et là, ça commence à partir de 1987. C'est à partir de 1987 que David Jacobs recueille des témoignages qui lui parlent d'hybrides mi-humains, mi-extraterrestres. Le reste du texte, j'y reviendrai tout à l'heure. Mi-humains, mi-extraterrestres, et vous allez voir qu'ils ressemblent de plus en plus à nous les humains. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, dit David Jacobs? Y a-t-il des manipulations génétiques? Quel est le but de ces extraterrestres? Mais c'est horrible, qu'est-ce que c'est ça? Et alors cette dame, par exemple, raconte qu'un jour, dans le vaisseau, dit-elle, eh bien dans le vaisseau, eh bien on lui présente un bébé qu'elle est obligée d'allaiter. Un bébé mi-humain, mi-extraterrestre. Et puis tout à coup, un an ou deux après, ou 3 ans même après, cette même abductée revient voir David Jacobs et lui raconte que dans le vaisseau, on ne lui présente plus un bébé, on lui présente un enfant qu'elle prend dans ses bras. Un enfant
Eh bien, un enfant hybride aussi, mais qui ressemble de plus en plus aux humains que nous sommes. Et alors, à ce moment-là, David Jacobs a tout un tas de gens enlevés par les extraterrestres qui lui racontent la même chose. Il raconte effectivement, quand ils sont dans ce vaisseau, eh bien, ils rencontrent d'abord des enfants, et puis ensuite des adolescents qui nous ressemblent de plus en plus, et puis ensuite des adultes. Des adultes, alors là, on les confond avec les humains. Mais ce sont des hybrides, apparemment. Mi-humain, mi-extraterrestre. David Jacobs est décontenancé. Il est pessimiste, de plus en plus pessimiste. Alors là, voilà toujours le même texte. David Jacobs, donc, a commencé, je le répète, à partir de 1987 à avoir des témoignages d'hybrides, mi-humains, mi-extraterrestres. Mais puis les abductés, vous savez ce qu'ils racontent à David Jacobs? Ces abductés, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent que les hybrides adultes viennent sur Terre apprendre à connaître la manière de vivre des humains. Et où viennent-ils? Devinez, où viennent-ils? Dans la maison des abductés. Et ils ont une emprise psychique. Les abductés ne peuvent pas aller prévenir la police. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont une puissance psychique, ils sont manipulés. Ils posent des questions, ces abductés. Ah, à quoi sert cet objet? À quoi sert ceci? À quoi sert cela? Ils apprennent à conduire, s'il vous plaît. Ils sortent. Ils vont acheter des choses et ils repartent sans payer. Et les commerçants sont blousés. Ils sont manipulés aussi. Ils ne payent jamais. Ils achètent des choses tant qu'ils veulent. Alors, David Jacobs, là, il dit, mais c'est pas possible. Il arrive à une conclusion extrême. Il marche parmi nous. Mais quel est le plan de ces extraterrestres? Parce que pour David Jacobs, ce sont des extraterrestres. Lui, vous savez, lui, il emploie le mot. Ce sont des extraterrestres. Mais quel est leur plan? Que veulent-ils faire? Eh bien, David Jacobs, lui, il conclut qu'ils veulent nous manipuler. Ils veulent nous manipuler. Le but des extraterrestres pour David Jacobs, c'est un contrôle de l'humanité. Et en conséquence, la conquête de notre planète Terre. Voilà une conclusion tout à fait négative. Eh bien, pour vous remonter le moral, je vais maintenant vous parler d'un autre universitaire américain, et sa conclusion est tout à fait optimiste. Alors, il s'agit de John Mack. Chaque fois que je parle de John Mack, j'ai presque la larme à l'œil. Car j'ai rencontré en Angleterre, vous savez, je suis allé en Angleterre, j'ai vu plus de 200 crop circles. Eh bien, en Angleterre, j'ai rencontré un Gallois qui a rencontré John Mack sur un crop circle quelques heures avant sa mort. Ce jour-là, John Mack, sachant qu'il y avait des crop circles en Angleterre, est allé prendre l'air un peu dans la campagne et il a visité un crop circle et il a rencontré Robert Hulse. C'est un inspecteur des impôts très sympathique, spécialiste en ufologie et sur les crop circles depuis plusieurs dizaines d'années. Mais ce que John Mack ne sait pas quand il parle à Robert, c'est qu'il va mourir. Dans quelques heures, il fait une conférence sur les abductés à Londres. Et quand il sort de la conférence, il est renversé par une voiture et tué sur le coup. L'enquête conclura à un accident. Eh bien, figurez-vous que j'ai la confirmation en direct d'un juriste d'Harvard. Il a été assassiné. Il a été assassiné à cause de ça. D'ailleurs, il lui avait dit « Je reçois des menaces de mort. J'en ai pas pour longtemps. » Je peux compléter? Oui, vas-y. Alors moi, pour compléter ce que dit Jean,
j'ai reçu un document d'un journaliste spécialisé dans l'aéronautique qui vit en Californie, qui s'appelle Bernard Touanel, et qui m'a envoyé la photo d'une femme dans l'armée américaine de l'US Air Force. Et il m'a dit, cette femme est certainement un hybride, d'après les informations que le militaire affilié aux services spéciaux, sans doute secrets, il trouve qu'elle n'est pas normale, donc elle présente des anomalies. Et il m'a dit, est-ce que tu peux la transmettre au commandant Julien Brial-Grélé? Donc ce qui rejoindrait un peu ce que tu viens de dire concernant David Jacob et ses informations. D'accord. Voilà. Merci. Merci Bruno. Alors, donc, je continue. Alors, je vous présente John Edward Mark. C'est l'un des plus grands psychiatres de la planète Terre, si ce n'est le plus grand. Une notoriété. Il enseigne dans la plus ancienne et la plus célèbre université des États-Unis, dans le Massachusetts, toujours au nord-est des États-Unis, alors vous me voyez venir, dans l'université d'Harvard. John Mack est une notoriété, tout le monde le connaît. Eh bien, John Mack, voyez Boston, la ville où se trouve cette université, c'est Boston, au bord de l'océan Atlantique. C'est à côté d'ailleurs du New Hampshire de Barney et Betty Hill, c'est juste à côté. Et alors, John Mack, il a écrit des livres. Si vous voulez en avoir, vous n'avez qu'à taper sur Internet. Psychiatre américain, respecté et professeur à Harvard, le docteur John Mack n'a jamais imaginé qu'un jour, il deviendrait un spécialiste d'un phénomène surprenant. Celui des enlèvements extraterrestres. Parce que John Mack ne s'intéresse pas du tout à ça. Il fait comme tous ces scientifiques. C'est des fous. C'est des hystériques. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils n'attachent aucun intérêt à ce genre de récit d'abduction. Et pourtant, il va devenir l'un des plus grands spécialistes du monde en matière d'abduction. Alors comment est-il venu à s'intéresser à ça? Eh bien, il a une connaissance, qui a d'ailleurs connu aussi David Jacobs, Bud Hopkins. Alors John Mack est mort le 27 septembre 2004, donc je vous le dis, assassiné. Bud Hopkins est mort en 2011. Bud Hopkins, il habite New York. Bud Hopkins, c'est un artiste. Un artiste, voilà une de ses peintures. Artiste peintre, sculpteur. Oui, Bud Hopkins. Eh bien, Bud Hopkins, il est aussi hypnothérapeute. Alors, bien sûr, il a des patients qui subissent des régressions sous hypnose. Et là, tout à coup, c'est la surprise. Il lui raconte qu'ils sont enlevés par des extraterrestres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Alors quand c'est le premier, bon, il dit, oh, bon. Mais c'est qu'il y en a des quantités, des dizaines, des centaines. Alors à ce moment-là, il s'aperçoit que ces gens-là ont un traumatisme psychologique. Alors il dit, tiens, il faut que je trouve un psychiatre compétent. Alors bien sûr, il pense à John Mack, l'un des plus grands psychiatres de la planète Terre. Donc il va le trouver. Il va trouver John Mack. John Mack. Ah, John Mack. Ah, dis John. Dis John, il lui dit, tu fais de la non-assistance de personnes en danger. Mais John lui répond, mais pas du tout. Mais pas du tout. Moi, je soigne bien mes patients, je suis sérieux. Non, non, non. Tu fais de la non-assistance de personnes en danger. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je veux dire que moi, tu sais, je suis hypnothérapeute. Alors, quand il y en a un qui te dit, je suis enlevé par les extraterrestres, je suis enlevé par les... Alors là, tu ne réagis pas. Ah, s'il y en a un qui te dit, je suis Napoléon, je suis Napoléon, alors là, tu t'en occupes tout de suite. Hein. Ah, tout de suite. Là, il n'y a aucun problème. Donc, tu fais de la non-assistance en personne danger, parce que c'est, moi, sous hypnose, j'ai des gens qui me disent être enlevés par des extraterrestres, et ils ont un traumatisme psychologique, figure-toi. Donc, ça relève de ta médecine de deux choses l'une. Ou ce sont des mythomanes, ou ils ont une pathologie mentale, ça relève de ta médecine, ou alors, eh bien, ou alors,
ils ont vécu quelque chose de réel. Mais par contre, ils ont à ce moment-là un traumatisme psychologique. Donc ça relève aussi de ta médecine. Alors à force de lui répéter ça, John Mack va accepter de recevoir les gens qui se disent enlevés par des extraterrestres. Et là, il va devenir l'un des plus grands spécialistes de la planète Terre sur ce thème. L'un des plus grands spécialistes, il va même avoir plus de 200, alors il les appelle des expérienceurs, au lieu de dire des abductés, ceux qui ont une expérience bizarre, des expérienceurs. Et voilà sa conclusion de John Mack. Après, moi, psychiatre à Harvard, après avoir fait le tour du monde, contrairement à David Jacobs, et n'oublions pas que c'est un spécialiste de la psyché humaine, donc il va aller encore plus loin pour analyser, bien entendu, le psychisme, et plus que ça, parce c'est un spiritualiste, John Mack, alors que David Jacobs est un matérialiste. Alors il va aller bien plus loin. Et voilà, alors il a fait le tour du monde, John Mack. Il est allé bien sûr en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Australie. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons le retrouver en Australie. C'est là qu'il y aura l'endormissement. Eh bien, John Mack, voilà sa conclusion. Moi, John Mack, professeur à Harvard, j'ai rencontré tous ces expérienceurs, ces abductés, et j'affirme que sur les plus de 200 que j'ai rencontrés, aucun d'entre eux ne présente une pathologie mentale. Ce ne sont pas non plus des mythomanes. Ils semblent avoir vécu une expérience indéniablement réelle, avec des êtres bizarres. Mais le traumatisme qu'ils ont subi ne vient pas tant de cette rencontre avec des êtres bizarres, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, que de la non-écoute de leur entourage. Mais surtout, tous, sans exception, ont fait une métanoïa. Méta, changement. Noïa, esprit. Changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que c'était des gens, terre à terre, qui ne se posaient aucune question sur le sens de la vie. D'où je viens, qu'est-ce que je fais sur cette terre, où je vais après ma vie terrestre. Eh bien là, tous, sans exception, eh bien, se posent ces questions essentielles, sont devenus spirituels. Curieux, n'est-ce pas? Malgré leur traumatisme. Malgré leur traumatisme, ils ont fait une métanoïa, ils sont passés de la paranoïa, para à côté, noïa, esprit, à côté de l'esprit, à côté du spirituel. C'est la peur des autres, hein, monsieur. Oui, eh bien, John Mack, cette conclusion est absolument ahurissante. Ahurissante. Eh bien, j'ai pris la peine de résumer ce que raconte l'une de ses patientes. Et d'une manière générale, ses patientes racontent, ou ses patients, à peu près la même chose. Alors, je vais vous parler, j'ai fait un résumé rapide pour que vous compreniez, parce qu'il vaut mieux entendre ce que raconte, alors je l'ai simplifié. J'ai simplifié, mais j'ai pris la peine de l'écrire, vous voyez. Elle s'appelle Eva, et voilà ce qu'elle dit. Ces êtres proviennent d'une autre dimension. Ils veulent nous étudier pour savoir ensuite comment communiquer avec nous. Notez bien, ce mot « communiquer », vous allez voir que c'est très important, la communication. La vie, c'est la science du contact, et en particulier la communication. J'ai des amis qui communiquent avec l'invisible. Eh bien oui, la communication est importante. Ah, ça ne se tient pas. Voilà.
Alors, ces êtres proviennent d'une autre dimension, ils veulent nous étudier pour savoir ensuite comment communiquer avec nous. Tout le monde reçoit de leur part. Vous, moi, voyez, tout le monde reçoit de leur part, de quoi être guidé. Mais peu de gens sont à l'écoute. Le processus d'enlèvement permet de retrouver le souvenir de nos origines. Et puis elle continue, Eva, elle continue. Malgré les traumatismes subis pendant les enlèvements, Eva a appris qu'elle était aimée par ses êtres et qu'un jour, elle les rejoindrait. Sa détermination d'abonder dans ce type d'expérience a permis à Eva de dépasser sa peur. Ces processus d'enlèvement nous permettent de nous reconnecter à la source. C'est fou ce qu'elle raconte. Et elle continue. Eva dit qu'en transitant lors de ces enlèvements entre deux réalités, vous devenez la partie d'un tout et le tout devient une partie de vous-même. Eva dit à John Mack, « Dis John, vous n'êtes pas seul, demandez à être connecté et vous sentirez ces êtres, souvent non physiques, qui guident notre route depuis toujours. » Incroyable, mais vrai comme réflexion. Alors, après ces deux études, celle de John Mack et de David Jacobs, l'une négative, l'autre positive, je vais faire quelques réflexions, quelques analyses sur ce que je viens de dire et plutôt ce que nous ont raconté et ce que je vous ai raconté sur David Jacobs et sur John Mack. Alors d'abord, je dirais, on ne peut comprendre ces expériences étranges quand on n'arrive pas à se détacher de notre ethnocentrisme ou de notre anthropocentrisme. C'est-à-dire, quand on ramène tout à l'étalon de notre culture ou à notre manière de penser. C'est très difficile, nous les humains, de se détacher de notre manière de penser, donc on a des a priori. C'est d'abord, voilà, il faut le dire. Et la première chose, c'est que John et David Jacobs, John Mack et David Jacobs, n'ont pas la même manière de penser, n'ont pas la même philosophie. L'un est matérialiste. Il croit que la réalité des réalités, c'est David Jacobs, c'est la matière. D'ailleurs, comme les scientifiques, le dogme de la science, c'est la réalité des réalités, c'est la matière. Au commencement était le Big Bang, disent nos scientifiques. Et au commencement était la matière. Des millions d'années après, la matière, eh bien, pardon, la conscience est apparue, ce qui prouve que c'est la matière qui engendre la conscience. Ça, c'est ce que pense John Mack, pas John Mack, pardon, David Jacobs. David Jacobs. Ou si je le dis d'une autre manière, eh bien, c'est le cerveau matière qui fabrique les pensées. Et bien sûr, quand le cerveau matière n'est plus là, les pensées ne sont plus là. Donc la conscience, c'est qu'un sous-produit de la matière. Un épiphénomène de la matière. Alors que John Mack, lui, c'est l'inverse. C'est un spiritualiste et surtout un spécialiste de la psyché humaine. Donc, il va apporter beaucoup plus d'intérêt à ce qu'on appelle la conscience. Alors certains l'appellent l'esprit. Pour David Jacobs, donc, les E.T., j'ai écrit E.T., c'est-à-dire les E.T., les extraterrestres, se servent de nous pour leur propre objectif. Cette manière de penser me paraît trop réduite. En effet, les phénomènes ufologiques, d'après d'éminents ufologues, peut-être Bruno, et d'autres, et également d'éminents scientifiques,
comme par exemple Philippe Guillemont, qui est à la retraite, un ancien du CNRS de Marseille, ancien responsable d'un département au CNRS de Marseille, et qui sort de Centrale. Eh bien oui, et eux, ils disent, après avoir étudié ces phénomènes ufologiques, qu'ils sont tous étroitement liés à la conscience, à notre conscience, donc au spirituel. Alors vous me direz, mais conscience spirituelle, je ne comprends pas trop. Eh bien, sachez que vous pouvez être religieux, les religions s'occupent de spiritualité, mais on peut être aussi spirituel sans être trop religieux. Et dans ce cas-là, on est sur ce qu'on appelle un chemin initiatique. Et qu'est-ce qu'un chemin initiatique? Eh bien, c'est une série graduelle d'expansion de conscience. Parce que plus on élargit sa conscience, plus on se rapproche de ce qu'on appelle une conscience absolue, ce qu'on appelle couramment un dieu ou une déesse. Le monde de la conscience, c'est le monde de l'ordre et de l'information. Je donnerai la définition, de Philippe Guillemont sur la conscience. Philippe Guillemont dit « Une conscience, c'est une présence non manifestée, non matérielle, qui est capable de capter et de diffuser des informations. Pour qu'une conscience se révèle, eh bien, c'est ce que je fais en ce moment. Pour que vous aperceviez que j'ai une conscience, je suis obligé de vous donner des informations. Et si je tombe en syncope, vous allez dire « Oh, il est tombé inconscient celui-là !» Heureusement, j'ai des amis médecins là qui vont me sauver. Mais ceci étant dit, s'il ne me sauve pas, eh bien, je meurs. Et vous dites « Mais ça y est, il n'est plus là. » Et pourquoi il n'est plus là? Pourquoi il est mort? Parce que je ne donne plus d'informations. Le mot information est lié étroitement au monde de la conscience. On peut dire aussi au monde de l'esprit, bien entendu. Alors aussi, un clinicien non spirituel comme David Jacobs ne pourra bien sûr pas faire un champ d'études complet, puisque la conscience, pour lui, c'est rien. Voilà. Et peut-être quand même David Jacobs, si nos ufologues et nos scientifiques ont raison, si ces phénomènes ufologiques sont étroitement liés à la conscience, eh bien sûr, notre John Mack, médecin, spécialiste de la psyché humaine, est peut-être quand même mieux placé. Je continue. Ah, qui c'est celui-là? Vous le reconnaissez, c'est un Amérindien. Un Amérindien, un Indien d'Amérique. C'est un chaman. Un chaman. Alors qu'est-ce qu'ils font les chamans? Eh bien, ils parlent avec les esprits, avec les consciences. Oui, mais ces consciences, on ne les voit pas. Elles sont invisibles, comme les extraterrestres. Enfin, ils sont quelquefois visibles, vous dira Bruno. Mais pas toujours. Il y en a qui n'en ont jamais vu. Alors, il y en a même beaucoup. Oui, ces chamans, donc, parlent avec les esprits. D'accord? Je dirais, j'ai oublié de dire quelque chose, alors je le dis quand même. Nos scientifiques considèrent que, disons, la technologie, si technologie il y a, utilisée par ces intelligences inconnues qui provoquent ces phénomènes ufologiques, eh bien, sont alimentées par la puissance de la conscience. Pas moi qui parle, c'est des scientifiques. Ceux qui ont vraiment se penché là-dessus. Oui, eh bien oui, ces chamans, ils croient en la conscience, en l'esprit, et aux esprits, invisibles. Donc, eh bien, ils parlent même avec eux. Alors, bien entendu, dans notre civilisation moderne occidentale, c'est pas tout à fait pareil, c'est une civilisation matérialiste qui ne comprend pas trop ces chamans. D'innombrables sociétés, au cours de l'histoire humaine, ont reconnu à la conscience plus de pouvoir que nous lui en accordons dans notre société, ou dans nos sociétés occidentales matérialistes. Pour de nombreux peuples, la conscience serait une sorte de radar, d'émetteur-récepteur, pour entrer en contact avec d'autres consciences, même si ces consciences ne sont pas toujours visibles. Alors là, il faut un don
de télépathie, de médiumnité. Alors, bien sûr, on y croit ou on n'y croit pas, mais il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté ce genre d'expérience. Et alors là, même, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. L'année dernière, dans ma conférence et dans de nombreuses conférences, eh bien, je parle d'un scientifique éminent qui est allé encore plus loin. Beaucoup d'entre vous le connaissent. J'en ai parlé, ceux qui étaient là l'année dernière à ma conférence, eh bien sûr, j'en ai parlé, j'en parle souvent. Il m'intéresse. C'est un visionnaire, un visionnaire. Il s'appelle Pierre Teilhard de Chardin, botaniste, géologue, paléontologue, grand paléontologue, directeur du CNRS, docteur en sciences. Il enseigne à l'Institut catholique de Paris. Il enseignait à l'Institut catholique de Paris, c'est-à-dire l'Université catholique de Paris. Oui, parce que, surprise, c'est un prêtre catholique, jésuite. Et pourtant, ses livres ont été mis à l'index, interdits pendant un certain temps, avant, certes, d'avoir été réhabilités. Interdit de cours à l'Institut catholique, à l'Université de Paris. Eh bien, malgré ça, il n'a rien dit. Il est parti à New York, où il a été admis à l'Académie des sciences. Il a reçu plusieurs prix scientifiques. Et il est mort en 1955 à New York. Eh bien oui, Pierre Teilhard de Chardin, je vous le montre. Pierre Teilhard de Chardin, un visionnaire du monde nouveau. Eh bien oui, lui, il a compris que ces chamans ne sont pas fous. Ils communiquent. La communication est très importante. La communication même télépathique, médiumnique. Et alors, et il dit ceci, Pierre Teilhard de Chardin, je répète ce que j'ai dit l'année dernière parce que je tiens à le redire, parce que c'est justement un prêtre catholique, alors s'il y a des catholiques parmi vous, ça les rassurera peut-être. Pierre Teilhard de Chardin dit « L'évolution est basée sur la communication de conscience, de telle façon que chaque conscience individuelle puisse communiquer avec toutes les consciences de l'univers. » Les consciences visibles, elles ne sont jamais visibles, les consciences. Mais elles ont quelquefois un corps. Sinon, je n'ai jamais vu une conscience. Et bien sûr, invisibles, avec des consciences qu'on ne connaît pas. Et quand, et il va plus loin, Pierre Teilhard de Chardin, et quand l'être humain communique avec toutes les consciences, il atteint le point oméga, la noosphère, noos, esprit, la sphère de l'esprit, la sphère de la conscience pure. Vous pouvez vous poser une question. Comment se fait-il que des expériences traumatisantes, comme ces abductions, puissent avoir un effet positif sur la spiritualité? Comment ça se fait, ça? C'est bizarre. Mais non, il n'y a pas de contradiction. Car l'évolution spirituelle est inévitablement quelque chose de déstabilisant, dans la mesure où les limites de la conscience, ordinaire, eh bien, doivent être dépassées pour s'ouvrir à un champ de conscience plus vaste. Ou alors vous atteignez un certain niveau de conscience quand vous êtes en quête initiatique et vous devez, vous savez, les alchimistes disent solve, coagule. Solve, ça veut dire dissout ce niveau de conscience, ces idées, remplace-les par d'autres. Coagule autre chose. Solve, coagule là. Puisque je suis aussi intéressé par l'alchimie et puisque je possède une demeure philosophale d'alchimiste. J'en parle dans mon livre. Oui, voilà, solve, coagule.
Je dirais simplement, je donne une petite réponse qui n'en est peut-être pas une, qui est complètement fausse, mais je donne une explication possible. Je ne dis pas qu'elle soit vraie, mais c'est pour ceux qui se posent la question, ces hybridations, par exemple, c'est catastrophique, c'est une manipulation génétique abominable. Oui, mais vous pouvez dire aussi, ces hybridations pourraient être une tentative étonnante de mélange de deux espèces dans un but qui sert les intérêts des deux parties et qui nous rapprocherait de nos racines cosmiques. Parce que ne l'oubliez pas, vous, devant moi, et moi aussi, nous vivons dans le cosmos. Donc nous sommes tous des êtres cosmiques. Et donc, qui nous rapprocherait de nos racines cosmiques en nous aidant à retrouver le potentiel de notre conscience cosmique. Ah, John Mack. John Mack. Alors John Mack, il a fait le tour de la Terre, à la rencontre des abductés. Et il est allé en Australie. En Australie, c'est loin ça. En Australie, pour faire des conférences sur le sujet et pour rencontrer des abductés. Et il en a rencontré grâce à un scientifique. Le voilà, le scientifique. Le scientifique s'appelle Bill Choquin. Ça ne vous choque pas? Non. Bill Choquin. Bill Choquin est scientifique. Oui, mais attendez, j'ai oublié de dire quelque chose. Il est ufologue comme Bruno. C'est un collègue de Bruno. Bill Choquin. Bill Choquin, oui, grand scientifique, mais il côtoie même, s'il vous plaît, un grand prix Nobel de chimie en 1993. Je vous en parlerai dans quelques secondes, parce que vous allez voir une étude scientifique sur une abduction, une étude ADN, qui va vous surprendre, faite par ce prix Nobel de chimie en 1993, Gary Mullis, découvreur de l'ADN mitochondrial. Je vois qu'il y a des médecins, là, mes amis médecins savent ce que ça veut dire. Hein, c'est une mitochondrial. Les mitochondries se trouvent dans le cytoplasme et c'est un ADN d'origine maternelle. Vous allez voir ça. Préparez-vous à être surpris. Préparez-vous. Bill Choquin, eh bien, il rencontre bien sûr des abductés, puisqu'il est ufologue. Des abductés. Ah, on le voit là, celui-là. Il va rencontrer Peter Coury. Peter Coury, là j'ai un ami dans la salle qui est originaire de Liban. Eh bien, Peter Coury est aussi originaire du Liban. Je vous dirais que j'ai pensé à mon ami quand j'ai choisi ça. C'est un médecin également, mon ami. Eh bien oui, Peter Coury. Il y a pas mal de médecins dans cette salle. Si vous êtes malade, vous ne craignez rien. Peter Coury, eh bien, il est né au Liban. Peter Coury est né au Liban et il a déménagé du Liban à 9 ans. Mais il a le souvenir d'une abduction à 7 ans. Le voilà. Il est au Liban, Peter Coury. Et alors, un jour, au Liban, il a 7 ans, c'est en 1971, eh bien, il joue sur une terrasse de maison. Là-bas, au Liban, il y a quelquefois des toits qui sont des terrasses. Il joue avec une multitude d'enfants. Ah, il s'amuse, le temps passe, tout est agréable. Et tout à coup, en levant les yeux vers le ciel, il aperçoit un œuf de lumière, un objet volant non identifié. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a 7 ans, mais quand même, il est surpris, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Alors, il se retourne vers ses camarades, là, qui sont sur cette terrasse, toit de maison. Et là, il veut voir si ses camarades voient la même chose. Endormissement.
Ils sont tous endormis, paralysés, tétanisés, comme masse. Ils sont droits, mais ils ne tombent pas. Voilà, tout à fait. Conscient et paralysé. Et il est cloué au sol. Et là, il perd conscience. Vous voyez, il perd conscience, encore le mot conscience. Et quand il retrouve ses esprits, il n'est plus sur la terrasse. Il est dans la rue. Mais qu'est-ce que je fais là? Il se souvient de tout. Voilà sa première expérience. A-t-il été abducté ce jour-là? Certainement. Ça commence, je l'ai dit souvent, dès l'enfance. Et alors, en 1973, il quitte le Liban. Ses parents déménagent pour l'Australie. Et quand il est en Australie, eh bien, c'est qu'en 1988, alors qu'il est déjà marié, il va avoir une autre expérience. Ce jour-là, il s'est couché un peu plus tôt, que d'habitude aussi, il est un peu fatigué. Bon. Et tout à coup, il est réveillé dans la nuit. Il est réveillé par une lueur bleue. Et là, autour de lui, près de son lit, il voit des êtres qui nous ressemblent comme deux gouttes d'eau, exactement comme nous. Mais ils sont très grands. Ils ont les cheveux blonds. Il y a une femme, un homme, et puis il y a même plusieurs femmes, plusieurs hommes. Et tout à coup, il y a une femme qui s'approche de lui, qui lui enfonce une aiguille dans la tempe. Et là, il perd conscience. Missing time. Et quand il reprend ses esprits, les êtres ont disparu. Les êtres ont disparu, et alors il va voir sa femme, ses enfants, pour voir s'ils se souviennent de quelque chose. Ils sont endormis. Endormissement. Notez bien ce mot, parce que dans quelques temps, je vais vous dire qu'à moins d'1 kilomètre de Mayak, j'ai un témoignage d'endormissement. Je vous réservais la surprise pour ceux qui connaissent Saint-Agrève, qui croient qu'ici, il ne se passe rien. Si, il y a eu des soucoupes volantes là, à quelques centaines de mètres, plusieurs fois. Mais ceci étant dit, je vais vous en parler. Mais avant, je continue avec Peter Coury. Alors, Peter Coury, vraiment, il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne sait pas où il en est, mais ça, c'est 1988. 1992. 1992, il est aussi convalescent, il va se coucher un petit peu plus tôt que d'habitude, et là, il s'endort. Et tout à coup, il est réveillé. Il est réveillé. Et qu'est-ce qu'il voit autour de son lit? Deux jeunes femmes qui nous ressemblent parfaitement. L'une a des cheveux bruns très foncés, et l'autre des cheveux blonds, mais alors avec des yeux 3 fois, 4 fois plus grands que les nôtres. Sinon, elles nous ressemblent parfaitement. Et là, Peter Coury, et bien d'un coup, la grande blonde le saisit. Elle a une force herculéenne. Il ne peut pas résister et il a un acte sexuel avec elle. Et il perd ses esprits, immédiatement. Et quand il retrouve ses esprits, sa famille est endormie, endormissement, il va prendre une douche. Ah oui, il faut que j'aille prendre une douche. Et, eh bien, cette blonde a laissé sur son pénis 2 cheveux. Les voilà les cheveux. Les voilà la preuve matérielle. Intelligemment, il les met dans un bocal, il les garde précieusement. Et nous sommes donc en 1992. 1996, John Mack arrive, va faire une séance de régression sous hypnose à notre Australien. Et, eh bien, Bill Shocker, oui, le scientifique qui connaît un prix Nobel de chimie, s'il vous plaît, en 1993, alors c'est lui qui a appelé John Mack et qui a fait rencontrer l'abducté à John Mack. Alors, lors de la régression, eh bien, effectivement, c'est pas fiable à 100%, mais effectivement,
Peter Coury dit qu'il est enlevé dans un vaisseau par des extraterrestres, hein, apparemment. Et 1998, notez bien cette date, 1998, cette année-là, vous allez voir ce qui va se passer. Eh bien, cette année-là, 98, Bill Shocker, que vous apercevez, va faire analyser le cheveu, un des cheveux de la blonde. Et là, c'est la grande, très grande surprise. C'est la très grande surprise. Ça va être analysé par ce monsieur, Kary Mullis, grand prix Nobel de chimie en 1993. Et c'est celui qui a découvert aussi, je vous l'ai dit, l'ADN mitochondriaque, donc un ADN maternel. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, il se trouve dans le cytoplasme d'une cellule, les mitochondries. Et là, le voilà, Kary Mullis. Ah, c'est pas n'importe qui, prix Nobel, hein, et puis spécialiste également de l'ADN, hein, s'il vous plaît. Eh bien, oui, il va analyser le cheveu de la blonde, et c'est là qu'il va tomber à la renverse. L'ADN de cette personne est surprenant, plus que surprenant. Je lis que le début du texte. L'ADN de la tige du cheveu était d'un type racial humain inhabituel. C'est-à-dire qu'il est assez, cet ADN est assez éloigné de l'axe principal des humains, mais il est humain. Cette grande blonde qui était autour du lit de Peter Coury, eh bien, elle est humaine comme nous. Elle est humaine. Mais par contre, cet ADN est d'un type chinois ou mongol, ce qui est anormal dans un cheveu blond. Anormal dans un cheveu blond. Et surtout, cet ADN, écoutez bien, s'il est loin de l'axe principal génétique, il est très proche des aborigènes australiens, et nous sommes en Australie. Ah ben ça c'est pas mal. Bruno dirait c'est la synchronicité, et il aurait raison. Il n'y a pas de hasard. Nous sommes en Australie et ces gens qui arrivent comme ça, sans prévenir, dans la chambre de Peter Coury, eh bien ce sont des cousins, des aborigènes australiens. Seulement, elle a les cheveux blonds, bien sûr, et eux, ils ont les cheveux bruns. Ils ne se ressemblent pas trop, mais ils se ressemblent au niveau de l'ADN. Incompréhensible. Et alors, attendez, c'est pas fini. Ces aborigènes, ben, comme tout aborigène, eh bien, ils parlent avec les esprits, ils ont des chamans, vous comprenez? Et surtout, ils ont une mythologie. Ah, certes, c'est une mythologie. Une mythologie, mais peut-être une mythologie intéressante. Parce qu'ils peignent dans les grottes, dans le désert australien, dans la région désertique. Ils sont à côté, pour ceux qui sont allés en Australie ou qui connaissent l'Australie, Ayers Rocks. Vous voyez ce grand rocher de grès rouge, hein, ils habitent à côté, là. Et eh bien voilà ce qu'ils font sur les murs des grottes. Des fresques qui représentent leurs ancêtres. Les hommes éclairs, ancêtres des aborigènes, et ces aborigènes disent que ces hommes éclairs sont sortis d'où? Ils sont d'abord venus du ciel, et ils sont sortis d'où? Ils sont sortis du serpent arc-en-ciel. Ah ben ça alors, Bruno dirait, mais c'est arc-en-ciel, mais c'est peut-être un cigare. Bizarre. Vous voyez, quelqu'un peut-être de multicolore, qui brillait. Et puis ils sont repartis d'où ils venaient, après avoir créé, bien entendu, les aborigènes, c'est-à-dire la race humaine. Curieux tout ça. Mais vous allez voir, asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien, ça va encore se compliquer. Ça va se compliquer.
Pourquoi? Parce que, voyez, encore, ça ressemble quand même pas tout à fait à nous, mais voyez, leurs ancêtres qui sont, voyez, regardez-les, ils sont magnifiques, ils sont peints. Voyez, ça, bon. Eh bien voilà, une région où il fait souvent là, 46 degrés 4, mais quelquefois il fait 50 degrés dans ces régions désertiques. Et alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais là, 1998, en début de l'année, on fait l'analyse de l'ADN de la blonde. C'est bien ça. 1998, comme un clin d'œil des étoiles à la Terre, il va se passer, juste après l'analyse de l'ADN, heureux hasard, peut-être non. Est-ce un message qui va tomber du ciel, et peut-être de ces extraterrestres? Ah, vous me direz, mais qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, dans le désert, un aviateur, parce qu'il faut aller en avion pour découvrir la chose, découvre, le 26 juin 1998, eh bien, il découvre un géoglyphe. Alors, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est ça? Un géoglyphe? Alors, moi qui ai vu près de 200 crop circles, eh bien, vous savez, les crop circles, ce sont des dessins, des symboles qui apparaissent quelquefois en quelques secondes, quelquefois sont les humains qui les dessinent, dans les champs de céréales. Eh bien là, quand il n'y a pas de céréales, bien sûr, c'est un désert. Eh bien, le crop circle ne s'appelle pas crop circle, il s'appelle géoglyphe, parce qu'il est dessiné sur la terre. Vous le voyez? Il représente un aborigène avec un boomerang, certainement. Comme pour indiquer que l'analyse ADN, elle a peut-être une relation avec cet aborigène. 26 juin, l'aviateur photographie et voit ça. Mais figurez-vous que ce géoglyphe, il fait 4 km 200 de taille et 28 km de tour. Qui a dessiné ça? Les aborigènes sont suffoqués. Les scientifiques également. Personne n'avoue avoir dessiné ça. Alors, eh bien alors, il y a un milliardaire qui propose carrément 5 000 $ à qui démontrerait que c'est lui qui a dessiné le géoglyphe de Marie. Le lieu s'appelle Marie. Marie. Personne ne relèvera le défi. Serait-ce un message de la blonde? Je continue, c'est pas fini tout à fait. Le 27 mai 2008, il est tellement grand, vous comprenez? Il est tellement grand, ce géoglyphe, qu'on peut le photographier depuis un satellite. Le 27 mai, le satellite passe et prend une photo. Photo de gauche. Rien, il n'est pas là. Et quelque temps après, le satellite reprend une photo. Et alors, à ce moment-là, c'est la surprise, parce que sur la photo, le géoglyphe est là. La photo où le géoglyphe apparaît, c'est le 12 juin 1998. C'est encore plus près de l'aviateur. Il s'est écoulé seulement entre les deux photos à 15 jours. Et certainement que cet agroglyphe n'a pas été dessiné en 15 jours. Voilà. Le grand mystère. La synchronicité entre l'analyse du cheveu et l'apparition du plus grand géoglyphe jamais apparu sur la planète Terre et bien sûr revendiqué par aucun auteur malgré les 5 000 $ de récompense. Je continue là-dessus et je termine rapidement.
Eh bien, figurez-vous que Carrie Mullis continue l'analyse. Il prend le même cheveu, et au lieu d'analyser le bout du cheveu, il analyse la racine. Et alors là, c'est la deuxième surprise. Il y a un deuxième ADN. Alors que scientifiquement parlant, on ne peut pas avoir deux ADN dans le même cheveu. Eh bien si, là ils sont complètement déboussolés. Et cette deuxième analyse, eh bien, sur la racine du cheveu, c'est écrit ici, l'ADN d'origine est d'origine gaélique ou basque. Résultat ahurissant, car deux origines différentes ne peuvent se trouver dans le même cheveu, je l'ai dit. Mais ce qui m'intéresse, moi, et vous le savez très bien, s'il y a parmi vous quelques ufologues, ils savent très bien que la langue basque, on ne sait pas d'où elle vient. Et comme par hasard, c'est un ADN d'origine basque. C'est-à-dire qu'il ressemble à l'ADN des Basques. Et des gaéliques intéressants aussi. Les gaéliques, c'est ceux qui vivent, par exemple, dans les îles britanniques. Et là, dans ces îles britanniques, bien sûr, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on vous parle des derniers dieux qui descendirent du ciel et qui s'appellent les Tuatha Dé Danann et qui sont les instructeurs, les initiateurs, voire les créateurs dans la mythologie gaélique des Celtes. Et on dit qu'ils sont à l'origine des mégalithes. D'accord? Et c'était eux qui choisissaient les premiers rois d'Irlande et d'Écosse. Voilà une analyse qui surprend. Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a eu jamais d'analyse. Ben voilà. Alors maintenant, je passe à Mayak. Et toi, tu vas faire une intervention avec... voilà. Alors, voilà le village de Saint-Agrève. Si vous ne le connaissez pas, ben, je vous le montre, là, avec la vieille ville, avec ce qu'on appelle le Mont Chignac, l'ancienne ville fortifiée qui se trouvait ici. Voilà, vous êtes à Saint-Agrève, et puis vous êtes dans une ancienne ferme qui s'appelle Mayak, n'est-ce pas? Voilà, Saint-Agrève avec son Mont Chignac, et voyez, Mayak c'est ici, là, voilà, Mayak, d'accord, Mayak là, hein? Vous voyez, Mayak, vous êtes, vous voyez, c'est pas bien loin, hein? Eh bien, à même pas 1 kilomètre peut-être de Mayak, même pas 1 kilomètre de Mayak, attention, attention. Eh bien, j'ai recueilli un témoignage d'endormissement par une ancienne autochtone du coin. Voyez, ici, il y a des ruines. Voyez Mayak, ici. Eh bien, ici, il y avait une ferme que j'ai connue habitée par une famille, je peux le dire, hein, chambonnée. On l'appelle Côte-Chaude. Côte-Chaude. Là voilà, j'ai trouvé une photo, je vais aller la prendre. Elle est en ruine aujourd'hui. Elle est en ruine, ça se passe dans les années 50. Et à proximité de cette ferme, alors pour ceux qui connaissent le lieu, Françoise, tu connais, hein? Oui, oui. Voilà, il y a une passerelle pour traverser l'Eyrieux. Il y a l'Eyrieux, la rivière de Saint-Agrève, qui se jette dans le Rhône après, hein, et qui prend sa source au lac de Devecé. D'accord. Alors, bien, dans cette ferme, à vol d'oiseau c'est peut-être même que 500 mètres, vous avez une autre ferme, Claude de Mayak et Françoise qui est là, les connaissez, il est appelé Nounours, Poncé, qui était habité par d'autres agriculteurs. Je précise surtout pour ceux qui connaissent. Eh bien là, ces agriculteurs entendaient les chiens aboyer, les vaches beugler. Enfin bon, vous comprenez, ils s'entendaient, parce qu'ils étaient très près les uns des autres. Et puis tout à coup, une certaine journée, on n'entend plus rien. Et puis le temps passe, 2 jours, plus rien, on n'entend plus les voisins là-bas. Alors, bon, ils se décident, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, à Côte-Chaude? Et ils arrivent à Côte-Chaude. Endormissement. Toute la famille dort. Les 3/4 de la famille, presque tous les gens sont sur la table. Ils étaient en train de boire leur soupe. Et ils dorment. Et puis il y a un enfant qui est couché. Et qui dort dans son lit. On n'a eu bien sûr aucune explication. Ont-ils été abductés? Je me pose la question. Voilà. Alors, vas-y, Bruno. Pour le
Allô? Oui. Ok. Donc là, je vais avoir le plaisir, et puis c'est exceptionnel, de vous présenter une dame qui a vécu ce qu'on appelle une rencontre du troisième type, mais quelque chose de terrifiant. Je peux dire, avant de vous la présenter, que toutes les personnes qui ont vécu des rencontres du troisième type, j'ai fait une enquête donc, dans la Drôme avec Lucette Leboeuf, avec Maurice Mas et avec Anne-Marie Delpoche dans le Cantal. Les témoins gardent toujours la mémoire intacte 20 ans ou 50 ans plus tard, et il y a un réel état de choc. Là, cette dame m'a contacté il y a 1 an, parce qu'elle vous laisse confier. Elle a regardé différents sites ufologiques, mais elle est venue sur ma page Facebook. Et je lui ai dit, écoutez, moi je suis qu'un amateur, voilà, je m'intéresse à la question, mais sans plus. Oui, mais elle me dit, apparemment, vous rencontrez les témoins. Je dis, oui, c'est vrai. Et est-ce que je pourrais vous raconter mon histoire? Je lui dis, bah, écoutez, laissez-moi vos coordonnées téléphoniques, et puis au téléphone, ça sera beaucoup plus direct et beaucoup plus simple. Et donc, on se téléphone, elle commence à me raconter une histoire assez incroyable. Bon, je prends note, on se retéléphone la semaine d'après, et donc ça m'a l'air tout à fait sérieux. Et je décide au mois de juillet-août, Nick, on décide d'aller au bord du lac Léman, rencontrer cette dame pour savoir qui c'est réellement, ce qu'elle a vécu, comment elle vit, et voilà, pour l'avoir en face de nous. Et donc bon, effectivement, c'est quelque chose de très sérieux. Et donc là, je vais l'appeler, elle va vous raconter en direct donc, ce qu'elle a vu. Un vaisseau au-dessus du couvent, non loin de sa propriété de Marclaz, et en pleine nuit, elle a été réveillée par un être de type grand gris de plus de 2 mètres. Son mari était dans le lit, endormi, ses 3 filles à l'étage endormies, et le chien de garde dans la villa n'a pas bougé. Je vais l'appeler et elle va vous raconter ça en direct. Oui, elle a du courage, hein, je vous le dis. Oui, bonjour Annie. Et ben voilà, nous sommes dans la salle de Maillac. Un grand merci à toi de témoigner de ce que tu as vu, de ce que tu as vécu. Un grand merci de la part de Jean Chenel et de toutes les personnes qui sont là. Et je te laisse raconter